Manifester contre MNLA. La France soutient MNLA, il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est la France qui soutient MNLA. Voilà, il faut le dire. Non. Non, on n'a pas d'état à perdre, il faut le dire. Nous avons en fait organisé cette manifestation pour montrer à la communauté internationale combien les Maliens sont en fait tiennent à l'unité, combien le Mali est indivisible. Donc qu'ils sachent que le mouvement, l'organisation terroriste MNLA en fait n'est crédité par aucune légitimité. Donc nous allons manifester à la station de Digomio pour montrer en fait à la population française que le Mali est uni, le Mali est indivisible. Le ton est donné par les quelques braves Maliens de France qui sont de plus en plus agacés par l'attitude ambiguë adoptée par la France dans sa gestion de la crise malienne et de sa supposée protection au groupe terroriste du MNLA. Une contre-manifestation est donc organisée devant le restaurant Corse dans le 12e arrondissement de Paris qui sert de lieu de rassemblement pour célébrer l'indépendance virtuelle de l'État virtuel de l'Azawad. Le problème, c'est que c'est les Français qui font diviser pour mieux régner. Oui, l'uranium, le pétrole, le tout qui est là-bas. Si jamais ils l'ont, le Mali même, pour mettre ça, le MNLA il est mort. Jamais le Nord jamais. Le MNLA. Jamais. Il n'y a pas de Nord. Le Nord c'est pour nous. Nous on va se battre. Jamais une organisation terroriste a démontré que le MNLA comme un mouvement terroriste n'est qu'un marchepied pour le reste des mouvements politiques, des mouvements terroristes à travers le monde. Aider aujourd'hui les MNLA, c'est vraiment aider tous les mouvements terroristes à travers le monde. Ce discours-là, occidental-là, qui continue à foutre le Mali, oui, absolument. Quand on dit, les Touaregs n'ont rien, vous croyez les Maliens, ils ont quelque chose là. Vous croyez que je suis plus qu'un Touareg? Vous croyez qu'un Touareg est plus? Monsieur, avec tout le respect que je vous dois. Vous êtes de quel journal? Mais je suis journaliste indépendant, monsieur. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, monsieur, je vous parle en tant que citoyen français, pas en tant que journaliste. Si vous êtes citoyen français vous-même ou pas? Moi, je suis citoyen malien. Non, mais est-ce que vous avez la nationalité française? Je n'ai pas la nationalité malienne. Donc vous êtes un étranger qui est très volontiers accueilli sur le sol de mon pays. On est bien d'accord? D'accord. On est bien d'accord? Ok. Et vous n'êtes pas là pour rien, n'est-ce pas? Bon. C'est pas ton problème, c'est pas ton problème. C'est moi qui t'ai dit là. C'est pas ton problème, c'est qui toi? C'est moi qui t'ai dit là, c'est moi qui t'ai dit là. Tu es dans ton pays. Nous aussi on est dans notre pays. C'est nous qui avons livré la France. C'est nous qui avons livré la France. C'est pas toi seulement. Alors, tu es mal baisé. Tu es mal baisé. Voilà. On va les complices. Vive les Mali! Il est dans son pays. On parle les Non, vous sortez dehors. Là, vous bloquez la porte. C'est une question de sécurité. Je suis obligé. Je ne refuse pas. Je suis corse. Moi, je refuse rien. J'accepte tout le monde. On parle de Mali. On parle de Mali, on parle pas de Corse. Non, alors on parle de Mali. Personne, à la rigueur. Vous sortez des Maliens. Oui, mais écoutez-moi. Dégagez la porte. Mais on n'est pas des chiens. Ne dites pas dégager. Ne dites pas toute la porte. Non, faut pas parler comme ça. Faut pas dégager. Vous êtes universitaire très connu sur la scène médiatique de la crise malienne. Vous vous êtes beaucoup exprimé dans les médias, dans la presse. Vous êtes très connu. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe concrètement avec le MNLA dans cette crise-là? Il se passe la chose suivante, c'est que M. Moussa, fils de Saïd, se présente comme étant le représentant et le porte-parole du MNLA au niveau de l'Europe. Il faut absolument mentionner que lors du dernier congrès du MNLA qui s'est tenu à El Khalil, les résultats de ce congrès a visé à faire en sorte qu'il ait été dessaisi de cette fonction.
Donc la manière dont il se présente actuellement, ça relève de la supercherie et du mensonge. Il ne représente que lui-même, d'une part. D'autre part, comme vous le savez, le MNLA est profondément divisé. Il y a plusieurs tendances. Donc il a été mandaté par qui et pour quoi faire, la manière dont il est présenté actuellement. La troisième chose que je veux dire, c'est qu'une partie du MNLA a reconnu le bien fondé, puisqu'ils sont signataires des accords de Ouagadougou le 18 juin, et que M. Moussa Saïd incarne la partie la plus radicale, puisqu'il se réclame de l'indépendance, laquelle indépendance n'a pas été reconnue par le MNLA, puisqu'ils sont sur des positions à négocier d'autonomie. Donc il y a quand même quelque chose qui me gêne considérablement au niveau de l'éthique politique. Il n'est pas normal que ce monsieur ait pignon sur rue pour diffuser en permanence, je dis bien en permanence, des mensonges. D'où le fait que peut-être il serait utile que les représentants des associations maliennes puissent demander l'autorisation de faire une déclaration à l'intérieur de ce colloque auquel participe le député ethniciste vert, M. Alfonsi, ainsi qu'un de mes collègues historiens, M. Pierre Boilet, qui apparemment cautionne cette dérive ethniciste dans le politique. Merci. Mais qu'est-ce que Pierre Boilet et François Alfonsi ont à gagner dans cette façon de faire là, sachant que vous venez de dire que Moussa Agassarine n'est plus mandaté à parler au nom du MNLA, et comment ça se fait que Pierre Boilet et François Alfonsi mettent en scène Moussa Agassarine à travers la France en lui ouvrant toutes les portes, aussi bien des médias, des universités, dans tout ce qui est important? Oui, moi je m'appelle André Bourgeot, donc posez la question à M. Alfonsi et à M. Boilet qui eux vous répondront pourquoi ils cautionnent ce type d'action et ce type de dérive politique, parce que je considère que ça participe d'une dérive politique. Toutes les positions ethnicistes sont des positions qui visent à discriminer et qui visent à diviser le peuple. Or, actuellement, le Mali a besoin de quoi? Il a besoin du vivre ensemble, il a besoin de restaurer son unité, y compris son intégrité territoriale. Or, ce genre de manifestation va complètement à l'encontre du retour à la paix et du retour à l'intégrité territoriale. Ensuite, se pose le problème aussi de la position politique de la France, qui n'est pas très claire, elle est quand même très ambiguë. Jusqu'à ce jour, Kidal est toujours entre les mains du MNLA. Donc ça pose quand même aussi un problème. Il faut réfléchir sur plus que l'ambiguïté de la politique française au Mali, d'une part, et d'autre part, la position aussi de la MINUSMA. J'ai cru, je ne sais pas si c'est de l'intoxication ou non, la MINUSMA a recruté comme consultante Mme Carole Mottet, qui est bien connue comme étant quelqu'un qui est proche des positions du MNLA. La MINUSMA, c'est quand même pas n'importe quoi. Donc à partir de ce moment où on recrute quelqu'un qui est connu, pas simplement par ses déclarations, mais par ses actes, elle a financé des colloques à Ouagadougou, elle a financé des colloques à Tunis, pour les gens du MNLA, et c'est quelqu'un qui est très proche du MNLA. Donc il y a quand même quelque chose qui est parfaitement dérangeant au niveau de la communauté internationale. Donc la question qu'on peut se poser, tout ce que je viens de vous dire est connu. Pourquoi un mouvement comme ça a autant de soutien politique et je rajoute financier? Bah justement, on en revient à d'où provient le financement du MNLA. Vous, en tant qu'observateur de cette crise-là depuis bien avant qu'elle commence, vous qui vous exprimez souvent sur cette crise-là, d'où vient le financement du MNLA? Après quoi court le MNLA? Et pourquoi la France se comporte finalement de cette manière-là, sachant que la France est intervenue officiellement sous mandat de l'ONU demandé par le Mali? Mais comment ça se trouve que le Mali ne se retrouve plus dans le jeu de la France dans cette crise? Alors, je pense quand même qu'il y a une part de responsabilité qui incombe aussi aux autorités maliennes. Je peux bien comprendre que la marge de manœuvre des autorités politiques maliennes est assez faible, mais comment accepter en définitive les injonctions, en tout cas informelles, qui font en sorte que les négociations n'avancent pas? Je pense qu'il y a eu quand même quelques erreurs politiques qui ont été commises. Reste à savoir pourquoi ces erreurs ont été commises. Est-ce que c'est sous l'effet de pression? Est-ce qu'il y a un deal, comme disent les jeunes, entre les autorités politiques françaises et les autorités maliennes? Je n'en sais rien, je ne fais pas partie, je ne suis pas du tout au courant de tout ce qui peut se passer en dessous. Quant à répondre à votre question sur le financement, je n'ai aucune idée d'où ça vient, mais j'observe que ces gens voyagent très facilement. Ils ne logent pas dans des hôtels d'à moitié d'une étoile, ils logent dans des hôtels de 3, 4, 5 étoiles, donc ils vivent dans le luxe important. Si je prends l'exemple de Ouaga, les anciens représentants du MNLA vivaient dans un hôtel de 4 ou 5 étoiles. Pendant ce temps, à 30 km de Ouagadougou, les réfugiés qui sont conséquents à l'intervention du MNLA ont un repas par jour. Oui. Donc quelque part, ça heurte mes convictions et sur le plan humain et sur le plan humanitaire, c'est inacceptable que des gens comme ça vivent dans un tel luxe alors qu'à 30 km, les gens qui ont fui leur pays à cause des groupes armés narco-djihadistes et à cause aussi du MNLA n'aient qu'un seul repas par jour.
Ah oui, c'est dramatique. Pour terminer, on va parler de la récente visite, de la tentative de drague que le MNLA a fait à Moscou. Vous, en tant qu'observateur, quelle est votre analyse et si possible les résultats obtenus ou pas de cette visite à Moscou du MNLA? Bon, je crois que c'est de bonne guerre que le MNLA diversifie ses contacts diplomatiques, mais je crois savoir que le résultat de l'entretien ne va pas dans le sens du MNLA, dans la mesure où les autorités diplomatiques russes ont réaffirmé la nécessité de l'unité et de l'intégrité territoriale du Mali. Donc c'est un peu un coup d'éclat diplomatique parce que c'est la Russie. C'est la même chose à Sant'Egidio, mais à Sant'Egidio c'est un peu différent parce que c'est quand même aussi, me semble-t-il, le résultat d'une diplomatie politico-militaire parallèle, cette fois-ci, qui a fait en sorte qu'une délégation du seul MNLA ait été à Sant'Egidio. Ce qui me choque, c'est que cette délégation-là va complètement à l'encontre des accords de Ouagadougou, qui disent que ce sont des accords inclusifs, donc avec toutes les parties prenantes sur les septentrions maliens. Et là, qu'est-ce que l'on voit? On privilégie le MNLA. Et si on privilégie le MNLA d'une manière systématique depuis plus d'1 an, ça veut dire qu'il y a de gros enjeux politiques et probablement des enjeux économiques sous-jacents. Oui, c'est bon. Oui, la situation qui prévaut actuellement, c'est-à-dire qu'ils gagnent du temps politique pour créer les conditions du pourrissement. Et à partir du moment où la situation politico-militaire est pourrie, eh ben, c'est la porte ouverte à tous les excès, à tout ce que vous voulez. Ce que je crains dans la situation actuelle, c'est que compte tenu de l'affaiblissement de l'État et des institutions maliennes, que ce soit récupéré paisiblement par les forces d'influence politique, religieuse et plus particulièrement par la Wahhabia. Ça va se poser en ces termes. À partir du moment où le pouvoir d'État est affaibli et qu'il tâtonne, il ne prend pas des décisions qu'il faut, c'est immédiatement récupéré par... On l'a bien vu, moi je le vois à Bamako le vendredi. Et le vendredi, je ne peux pas circuler sur les trottoirs parce que tout le monde fait la prière comme à Dakar. Et on me regarde en chien de faïence. Donc c'est quand même significatif sur le plan politique et social. Donc cette situation de pourrissement va tout à fait dans l'intérêt des groupuscules, complètement dans l'intérêt des groupuscules. Mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Parce que en fait, la date des élections présidentielles du Mali a été déclenchée à Paris par François Hollande, qui était intransigeant sur la date du 28 juillet, je crois. Et le but, c'était de sortir un président légitime avec des institutions légitimes. Aujourd'hui, c'est chose faite. Mais est-ce que c'est pas cette même puissance colonisatrice qui est en train d'affaiblir à travers des pressions, enfin je sais pas, mais en tout cas, on voit que le président malien n'est pas libre dans ses actes. En tout cas, on le voit un petit peu timoré, c'est-à-dire que les décisions qui prend ne sont pas à la hauteur des enjeux politiques au niveau de la nation malienne actuellement. Et ça, effectivement, ça pose des questions. De deux choses l'une, où il n'a pas la force politique de le faire. Or, il a quand même été élu avec 78% des Maliens. C'est quand même important. On n'a jamais vu un tel score. C'est quasiment un plébiscite. Au niveau aussi des élections législatives, il a quand même une assise importante. Le RPM est majoritaire au sein de l'Assemblée nationale. Donc, on peut dire qu'il a tous les pouvoirs, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Donc, on s'interroge que muni de ces deux types de pouvoirs-là, quelque part, il est un petit peu coincé. Alors, s'il est coincé, la question est la suivante. Pourquoi il est coincé? Est-ce qu'il y a un deal souterrain qui existe entre l'ancienne puissance coloniale et puis le Mali et d'autres puissances? La communauté internationale est impliquée. Quand on voit l'attitude de la MINUSMA, on est en droit quand même de s'interroger. Tout ce qui se passe à Kidal se fait aux yeux et à l'entendu de l'opération Serval et puis de la MINUSMA. Bien sûr, c'est que la parole du Mali n'est pas entendue, mais en fait, pour revenir encore au président de la République, c'est quelqu'un d'une certaine poigne, comme on le dit, parce que dans son passé de Premier ministre, on a quand même vu de quoi il est capable, mais tout d'un coup, on retrouve une personne qui est sous perfusion, En fait, là où je veux en venir, c'est que l'émission de la France dans les affaires du Mali, ou même dans ce processus de réconciliation, est-ce que ce n'est pas une émission négative ? À partir du moment où l'opération Serval a permis le retour en force du MNLA à Kidal, on est effectivement en droit de se poser cette question-là. Et pour utiliser le terme qu'il faut utiliser, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas une certaine duplicité? Je ne vois pas pourquoi Tombouctou et Gao ont été libérés, entre guillemets, et que le MNLA, avant l'intervention de l'opération Serval, ne représentait plus rien. Les groupes armés narco-djihadistes l'avaient bouté de partout, ils s'étaient réfugiés à El Ralil. El Ralil qui est une petite oasis du côté de Tinzaouaten, Mali. Et après l'opération Serval, vous voyez le MNLA revenir en force, pas occuper simplement Kidal, administrer, je dis bien administrer l'ensemble de la DAR.
Administrer, ça veut dire prélèvement de taxes sur les motos, prélèvement de taxes sur les voitures, sur les camions, y compris sur la fraude des produits alimentaires de danger. Donc on est quand même un petit peu interloqué face à cette situation. Mais durant tout le processus, depuis 2012, quand le MNLA a déclenché son hostilité, chaque fois que le MNLA était en perte de vitesse, la France, de par la diplomatie ou de par sa pression sur la CEDEAO, est parvenue à remettre le MNLA en selle. Ça s'est vu. Juste au moment des élections présidentielles, le MNLA ne représentait plus rien, comme vous venez de le souligner. Sauf qu'on a fabriqué les accords de Ouagadougou. Les accords de Ouagadougou, ça avait pour but clairement de relancer le MNLA. Et aujourd'hui, ce même MNLA, à un moment donné, qui était peut-être en friture avec la France, est allé draguer la Russie. Ça n'a pas marché. Ils reviennent encore faire du bruit en France. Mais pourquoi on laisse faire le MNLA ce qu'ils ont envie de faire? Je pense qu'il doit y avoir de gros enjeux inavoués sur l'ensemble de cet espace saharo-sahélien et plus particulièrement sur le septentrion malien et encore plus précisément sur l'Adar et toute la partie septentrionale de l'Adar. Alors c'est vrai que, mais c'est au niveau du constat, puisque ce n'est pas au niveau de l'exploitation encore, qu'il y aurait des ressources extractives prometteuses, et plus particulièrement du pétrole et du gaz à Théodénie. Je dis bien, j'insiste, prometteur, puisqu'il n'y a toujours pas d'exploitation. Il y a aussi le gisement prometteur d'uranium, qui est dans le même filon que celui d'Imoraron au Niger. Et il y aurait aussi la mine d'or dans la région de Kidal. Donc à partir du moment où on sait qu'il y a toutes ces richesses, on est en droit de se poser la question. Pourquoi Kidal et l'Adar constituent un cas particulier? Pourquoi c'est déjà de facto un statut particulier? Au nom de quoi? Et là, on retombe sur la logique suivante. Vous avez eu le ministre des Affaires étrangères du mari de Carla Bruni, ça veut dire l'ancien président, qui lui était sur les positions de l'autonomie pour le Nord. Maintenant, si vous prenez la position de Mme Guigou Elisabeth, qui est la présidente de la commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale française, c'est exactement la même position. Elle a fait une déclaration connue qui allait pour l'autonomie du Nord. Donc là, il y a manifestement de l'ingérence. Et s'il y a de l'ingérence, pourquoi il y a de l'ingérence? Bonne question. Donc sur cette bonne question, on va clore l'interview. En tout cas, grand merci pour vos analyses. Et merci d'avoir accepté cette interview. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Bonjour. Ah, mais tu te fais quoi là? Moi, je me suis préféré du canal Cartier hier. Oui, la situation qui prévaut actuellement, c'est-à-dire qu'ils gagnent du temps politique pour créer les conditions du pourrissement. Et à partir du moment où la situation politico-militaire est pourrie, eh ben c'est la porte ouverte à tous les excès, à tout ce que vous voulez. Ce que je crains dans la situation actuelle, c'est que compte tenu de l'affaiblissement de l'État et des institutions maliennes, que ce soit récupéré par les forces d'influence politique, religieuse et plus particulièrement par la Wahhabia. Ça va se poser en ces termes. À partir du moment où le pouvoir d'État est affaibli et qu'il tâtonne, il ne prend pas des décisions qu'il faut, c'est immédiatement récupéré par... On l'a bien vu, moi je le vois à Bamako le vendredi. Et le vendredi, je ne veux pas circuler sur les trottoirs parce que tout le monde fait la prière comme à Dakar. Et on me regarde en chien de faïence. Donc c'est quand même significatif sur le plan politique et social. Donc cette situation de pourrissement va tout à fait dans l'intérêt des groupuscules, complètement dans l'intérêt des groupuscules. Mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Parce que en fait, la date des élections présidentielles du Mali a été déclenchée à Paris par François Hollande, qui était intransigeant sur la date du 28 juillet, je crois. Et le but, c'était de sortir un président légitime avec des institutions légitimes. Aujourd'hui, c'est chose faite. Mais est-ce que c'est pas cette même puissance colonisatrice qui est en train d'affaiblir à travers des pressions, enfin je sais pas, mais en tout cas, on voit que le président malien n'est pas libre dans ses actes. En tout cas, on le voit un petit peu timoré, c'est-à-dire que les décisions qui prend ne sont pas à la hauteur des enjeux politiques au niveau de la nation malienne actuellement. Et ça, effectivement, ça pose des questions. De deux choses l'une, où il n'a pas la force politique de le faire. Or, il a quand même été élu avec 78% des Maliens. C'est quand même important. On n'a jamais vu un tel score. C'est quasiment un plébiscite. Au niveau aussi des élections législatives, il a quand même une assise importante. Le RPM est majoritaire au sein de l'Assemblée nationale. Donc, on peut dire qu'il a tous les pouvoirs, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Donc, on s'interroge que
muni de ces deux types de pouvoirs-là, quelque part, il est un petit peu coincé. Alors, s'il est coincé, la question est la suivante. Pourquoi il est coincé? Est-ce qu'il y a un deal souterrain qui existe entre l'ancienne puissance coloniale et puis le Mali et d'autres puissances? La communauté internationale est impliquée. Quand on voit l'attitude de la MINUSMA, on est en droit quand même de s'interroger. Tout ce qui se passe à Kidal se fait aux yeux et à l'entendu de l'opération Serval et puis de la MINUSMA. Bien sûr, c'est que la parole du Mali n'est pas entendue, mais en fait, pour revenir encore au président de la République, c'est quelqu'un d'une certaine poigne, comme on le dit, parce que dans son passé de Premier ministre, on a quand même vu de quoi il est capable, mais tout d'un coup, on retrouve une personne qui est sous perfusion, qui... En fait, là où je veux en venir, c'est que l'émission de la France dans les affaires du Mali, ou même dans ce processus de réconciliation, est-ce que ce n'est pas une émission négative? À partir du moment où l'opération Serval a permis le retour en force du MNLA à Kidal, on est effectivement en droit de se poser cette question-là. Et pour utiliser le terme qu'il faut utiliser, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas une certaine duplicité? Je ne vois pas pourquoi Tombouctou et Gao ont été libérés, entre guillemets, et que le MNLA, avant l'intervention de l'opération Serval, ne représentait plus rien. Les groupes armés narco-djihadistes l'avaient bouté de partout, ils s'étaient réfugiés à El Ralil. El Ralil qui est une petite oasis du côté de Tinzaouaten, Mali. Et après l'opération Serval, vous voyez le MNLA revenir en force, pas occuper simplement Kidal, administrer, je dis bien administrer l'ensemble de l'Adar. Administrer, ça veut dire prélèvement de taxes sur les motos, prélèvement de taxes sur les voitures, sur les camions, y compris sur la fraude des produits alimentaires mélangés. Donc on est quand même un petit peu interloqué face à cette situation. Mais durant tout le processus, depuis 2012, quand le MNLA a déclenché son hostilité, chaque fois que le MNLA était en perte de vitesse, la France, de par la diplomatie ou de par sa pression sur la CEDEAO, est parvenue à remettre le MNLA en selle. Ça s'est vu. Juste au moment des élections présidentielles, le MNLA ne représentait plus rien, comme vous venez de le souligner. Sauf qu'on a fabriqué les accords de Ouagadougou. Les accords de Ouagadougou, ça avait pour but clairement de relancer le MNLA. Et aujourd'hui, ce même MNLA, à un moment donné, qui était peut-être en friture avec la France, est allé draguer la Russie. Ça n'a pas marché. Ils reviennent encore faire du bruit en France. Mais pourquoi on laisse faire le MNLA ce qu'ils ont envie de faire? Je pense qu'il doit y avoir de gros enjeux inavoués sur l'ensemble de cet espace saharo-sahélien et plus particulièrement sur le septentrion malien et encore plus précisément sur l'Adar et toute la partie septentrionale de l'Adar. Alors c'est vrai que, mais c'est au niveau du constat, puisque ce n'est pas au niveau de l'exploitation encore, qu'il y aurait des ressources extractives prometteuses, et plus particulièrement du pétrole et du gaz à Théodénie. Je dis bien, j'insiste, prometteur, puisqu'il n'y a toujours pas d'exploitation. Il y a aussi le gisement prometteur d'uranium, qui est dans le même filon que celui d'Imoraron au Niger. Et il y aurait aussi la mine d'or dans la région de Kidal. Donc à partir du moment où on sait qu'il y a toutes ces richesses, on est en droit de se poser la question. Pourquoi Kidal et l'Adar constituent un cas particulier? Pourquoi c'est déjà de facto un statut particulier? Au nom de quoi? Et là, on retombe sur la logique suivante. Vous avez eu le ministre des Affaires étrangères du mari de Carla Bruni, ça veut dire l'ancien président, qui lui était sur les positions de l'autonomie pour le Nord. Maintenant, si vous prenez la position de Mme Guigou Elisabeth, qui est la présidente de la commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale française, c'est exactement la même position. Elle a fait une déclaration connue qui allait pour l'autonomie du Nord. Donc là, il y a manifestement de l'ingérence. Et s'il y a de l'ingérence, pourquoi il y a de l'ingérence?